Même si vous avez perdu votre calendrier, je ne vous apprends rien, hein. Les fêtes approchent tout doucement, donc qui dit fête dit mets d'exception, bonne bouteille, enfin plein de bonnes choses dont il faut évidemment pas exagérer, mais justement, ne pas exagérer et prendre le meilleur, c'est peut-être ce à quoi il faut faire attention. On va en parler avec Simon Pirard. Bonjour Simon. Bien, bonjour Philippe. Alors vous êtes caviste, la maison Pirard est assez connue en Wallonie, je veux dire, mais de manière générale en Belgique. Vous êtes caviste de père en fils depuis 3 générations, c'est ça? Exact, je suis la troisième génération. La société Pirard a été créée par mon grand-père en 1945. On va bientôt fêter les 80 ans. Eh ben, dites-moi. Cela dit, et la production et la consommation de vin en 80 ans, ça a quand même bien changé, hein. Ah oui, ça c'est certain. On a gardé néanmoins une ligne de conduite qui est de ne travailler qu'avec des petits propriétaires récoltants. Mon grand-père le faisait à l'époque, mon père le fait et on s'y attelle encore aujourd'hui. Ça veut dire que vous faites des tournées assez régulières, des petits producteurs pour aller goûter justement et pour aller voir ce qui peut valoir la peine? Exactement, oui, oui. Alors ça, c'est effectivement la belle partie du métier, c'est le côté sympa de la chose, Ouais. c'est de partir au vignoble, effectivement, de prendre son bâton de pèlerin et son verre à la main et d'aller découvrir éventuellement des nouveaux vignerons. C'est souvent via un vigneron qui lui dit ah tiens, je connais un copain qui, et donc voilà, c'est comme ça qu'on découvre des nouveaux talents. Est-ce que le métier de vigneron, je l'imagine, a beaucoup changé au fil des ans, comme le métier de caviste sans doute aussi? Aujourd'hui, on fait quand même de plus en plus. On voit dans les jeunes qui se lancent, que ce soit dans la bière ou dans le vin, des gens qui ont fait des études de bio-ingé, etc. Donc, qui connaissent aussi l'aspect chimique, on va dire, derrière la vinification ou derrière les opérations brassicoles. Donc, est-ce qu'on a encore autant de mauvaises surprises et de bonnes surprises qu'on pouvait avoir il y a 30 ou 40 ans? Alors, par rapport au travail du vigneron, effectivement, il y a de plus en plus de vignerons qui sont aussi œnologues ou qui ont en tout cas une formation de base en œnologie. Et donc, le travail du vigneron a bien évolué et est de plus en plus précis. Ce qui est plus compliqué, par contre, et qui est absolument impossible à gérer, ce sont les aléas climatiques. Eh oui. Ça, malheureusement, on peut rien y faire. Et donc, le vigneron va pouvoir améliorer un petit peu ou travailler un petit peu différemment sa vendange. Mais s'il a des raisins qui ont été gelés, grêlés ou attaqués par les sauterelles, on peut pas y faire grand-chose. Non, mais je voulais dire par là, est-ce qu'on prend encore autant de risques de tomber sur des très mauvaises bouteilles aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, ou bien ça s'est un petit peu tassé? Très mauvaise bouteille. Ça dépend ce qu'on entend par mauvaise bouteille. On tombe parfois. Alors, non, sérieusement, on se fait moins avoir gustativement. Des très mauvais vins, c'est quand même de plus en plus rare. Aujourd'hui, ce qu'on rencontre, par contre, ce sont des vins un peu plus technologiques, des vins qui ont été très travaillés, qui ont été ouais, mais pour lesquels on a utilisé beaucoup de technologie et qui sont du coup un peu moins vrais, un peu moins nature, un peu moins terroir. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, je parle de moi essentiellement là, je me souviens qu'il y a 20 ou 30 ans, on disait, bon alors, les vins français, faut faire attention aux années, faut faire attention au terroir, etc. Les vins du Nouveau Monde, c'est moins sensible parce qu'ils mélangent les années pour avoir quelque chose d'un peu plus stable. C'est une légende, et Ouais, si c'est c'était une légende à l'époque, est-ce que ça l'est encore plus aujourd'hui? Oui, c'est une légende. Alors, dans certaines régions, on a le droit effectivement de mettre un petit pourcentage d'une année, d'un millésime précédent dans la récolte actuelle, etc. Peu ou pas de gens, de vignerons font ça. Et il y a aussi une notion de terroir dans les vins dits du Nouveau Monde, que ce soit le Chili, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit la Nouvelle-Zélande. Il y a aussi des vignerons, il y a aussi des terroirs, il y a aussi des aléas climatiques qui sont peut-être moins marqués. C'est sans doute plus ensoleillé dans l'hémisphère sud, mais néanmoins, nous, Maison Pirard en tout cas, nous petits cavistes, et pas que nous d'ailleurs, on est beaucoup comme ça, on va rechercher ces petits vignerons et ces jolis terroirs ailleurs qu'en France aussi, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi le Nouveau Monde. Oui, et alors aussi, évidemment, il faut qu'on en parle, fait partie un peu de votre communication, je crois, cette année, c'est qu'on a le droit d'être un peu chauvin aussi, et de nous intéresser de plus en plus aux vins qui sont faits chez nous, et notamment puisqu'on est à l'approche des fêtes, là. Alors, on ne peut pas appeler ça champagne, parce que le champagne, j'allais dire, c'est un vin mousseux qui a réussi, qui n'est produit qu'en Champagne, mais on fait du mousseux un peu partout, on fait du mousseux chez nous, et on en fait du très très bon.
On en fait du très très bon, effectivement. Alors le renouveau du vignoble belge, il a une vingtaine d'années, on va dire, mais il y a toujours eu de la vigne en Belgique. Et on en fait principalement aujourd'hui, effectivement, des bulles, même s'il y a d'autres choses. Alors effectivement, on peut pas l'appeler champagne parce qu'on ne fait du champagne qu'en Champagne, mais on a des appellations de crémant de Wallonie, et même autres, des mousseux belges, des méthodes traditionnelles belges. Et on fait de très très bonnes choses en Belgique. Il faut s'y intéresser. Ça a été un peu compliqué quand la vigne était très jeune et quand les jeunes vignes, ça donne des vins un peu moins construits, un peu moins fins. Aujourd'hui, après une bonne vingtaine d'années, eh bien, le système racinaire des vignes s'est complexifié, les raisins sont plus matures, les vignes sont plus matures, donc les raisins sont meilleurs. Et donc, quand on a des meilleurs raisins, on fait du meilleur vin, fatalement. Et donc, il faut s'y intéresser. Vraiment, il y a de très, très, très jolies choses et des rapports qualité-prix incroyables par rapport à certains vins de Champagne. Alors qui portent le nom Champagne, mais qui ne sont pas toujours gages d'une qualité incroyable. Oui, c'est une marque, une appellation en fait, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce qui est dans la bouteille est toujours exceptionnel. Non, exactement. Non. Et ça, c'est valable pour tous les vins. C'est pas parce que ça s'appelle Champagne ou Gevrey-Chambertin ou Saint-Émilion que c'est forcément incroyablement bon. On peut trouver malheureusement des mauvais vins partout. On en trouve aussi heureusement de très bons à peu près partout. Et donc, les vins belges, qu'ils soient mousseux ou pas, sont intéressants et il faut s'y intéresser. Il faut y aller. On aime, on n'aime pas. Ça, c'est comme pour tous les vins. Mais il faut, je pense, s'y intéresser et apprendre à découvrir, puisqu'on va retrouver, par exemple, des cépages qu'on connaît en France ou ailleurs, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, que sais-je, mais on va aussi retrouver des cépages dits interspécifiques qu'on commence un peu à avoir dans l'oreille, mais c'est un peu plus compliqué, ça met le temps à venir, mais du Solaris, du Johanniter, du Bronner, ça paraît un peu barbare comme ça parce qu'on connaît pas encore bien les noms, mais voilà, il faut s'y intéresser, il y a un vrai intérêt pour tout ça. Comment se fait-il qu'on ait pris autant de retard? Parce que même quand j'étais gamin, donc ça date quand même un petit peu maintenant, il y avait quand même les vins de Moselle. Et finalement, le climat de la Moselle, du Grand-Duché de Luxembourg ou de l'Alsace et du sud de notre pays, c'est à peu près le même, quoi. Oui, tout à fait. Alors, comme je le disais, il y a toujours eu de la vigne. Ça s'est professionnalisé ces dernières années, ces 20 dernières années, mais il y a toujours eu de la vigne et des bons vins par la même occasion. Il y a toujours eu de la vigne et du bon vin en Belgique. C'est parce qu'on n'était pas assez chauvin, donc. On n'était pas assez chauvin. Et puis, je crois qu'il y a une espèce d'engrenage qui s'est mis en route quand il y a une machine un peu qui s'est lancée avec Graffé, par exemple, au domaine du Chenois, qui a été un des précurseurs à planter de la vigne. Moi, je me souviens qu'on y allait avec mon grand-père et qu'il disait, mais t'es complètement fou, jamais ça ne donnera rien. Mais quand on a des grosses machines comme ça ou des noms un peu connus qui se mettent en route, eh bien, au fur et à mesure, on en a d'autres qui suivent et on voit qu'il y a un vrai renouveau et un vrai intérêt pour la chose. Financièrement, est-ce que acheter un vrai champagne de Champagne ou acheter des bulles de Wallonie, ça change quelque chose financièrement? Est-ce que nos bulles sont moins chères, plus chères, équivalentes? Alors, on va parler de deux choses et ça dépend si vous l'achetez en Belgique ou si vous allez l'acheter sur place, puisqu'il faut savoir que les bulles sont soumises à des taxes incroyables en Belgique. Soit c'est un autre débat, mais en règle générale, dans un rayon de cavistes aujourd'hui, on va dire que vous allez avoir 2 bouteilles de bulles belges pour une bouteille de champagne. C'est pas mal ça quand même. Bon an, mal an, oui. Ouais. Avec de temps en temps une appellation qui sera peut-être un peu plus chère et une autre qui sera peut-être un peu moins chère, quoi. Oui, exactement. Et puis je vous parle de chez un caviste parce qu'effectivement, en grande distribution, on l'entend à la radio à souhait pour l'instant, une plus une offerte sur des bouteilles de champagne, etc. Ce sont des gros tapages médiatiques. C'est aussi un autre débat. La grande distribution peut se permettre éventuellement de vendre avec une marge ridiculement faible et se rattraper sur le papier toilette. Sur le volume, évidemment. Justement, alors on parle beaucoup de champagne parce que c'est quand même c'est la boisson des fêtes. Est-ce que le champagne ça va avec tout, Simon Pirard? Ah oui, alors les bulles en tout cas ça va avec tout, puisqu'on peut avoir des bulles qui sont non dosées avec très peu de sucre ou pas du tout de sucre et jusqu'au plus sucré, et donc on peut effectivement faire tout un repas de l'entrée au dessert avec des bulles, en commençant par les moins sucrés et puis les extra bruts et puis les bruts et puis éventuellement un demi-sec pour continuer sur le dessert. Ouais, pour accompagner le dessert, la bûche ou le cœur de Nouvel An donc. Alors il y a les champagnes blancs, enfin il y a les mousseux blancs, voilà les bulles blanches. Et il y a les bulles rosées aussi. C'est quoi? On a mis un petit quelque chose dedans?
Alors, c'est effectivement une des seules exceptions pour faire du rosé. C'est que pour faire des bulles rosées, on a le droit, théoriquement, de faire des bulles blanches et puis de rajouter du vin rouge de la région pour avoir la couleur. On peut aussi, et la plupart des vignerons le font, faire un vrai vin rosé par macération ou par pressurage, et puis champagniser, ou en tout cas mettre des bulles dans ce vin rosé. C'est la plupart des vignerons travaillent comme cela. Ils font un vin rosé, et puis après ça, ils font une seconde fermentation en bouteille, la méthode traditionnelle, et ça va donner des bulles rosées. Est-ce qu'il y a des conseils vraiment très importants pour l'achat de vin ou de mousseux, outre le fait de goûter, parce que finalement, il y a les appellations, il y a les énologues, il y a les avis peut-être dans des magazines spécialisés, mais il n'y a rien qui remplace le goût personnel. Tout à fait. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je dirais que le meilleur conseil, c'est d'être fidèle à son caviste. Ouais. Et effectivement, quand vous allez régulièrement toute l'année chez votre caviste, ben, on commence à connaître les goûts de son client, de savoir ce qu'il aime pas, pourquoi, comment, et ça permet de l'orienter. Je pense qu'il y a un minimum de prix à mettre quand même. C'est pas vrai qu'on peut avoir une bonne bouteille de vin à 5 euros. À un moment, non. Mais par contre, c'est pas le prix qui fait la qualité non plus. Ça veut dire que c'est pas parce que vous achetez une bouteille à 150 euros que forcément elle va être meilleure que la bouteille à 15 euros à côté. Et peut-être qu'à ce prix-là, on n'osera pas la boire, ce qui serait quand même un peu dommage. Aussi. Mais ça c'est vrai. Il y a un prix minimum, mais après ça, je dirais qu'autour de 10-15 euros, on peut vraiment se faire plaisir avec plein de choses. Vraiment faire attention à faire confiance à son caviste. Et puis, il y a un petit truc parfois, bien souvent, le vigneron met son nom sur l'étiquette. Si le vigneron ose mettre son nom sur l'étiquette, et pas que ça appartient à la SCEA, château machin truc, mis en bouteille par un numéro un peu inconnu. Si le vigneron arrive à mettre son nom sur l'étiquette, alors bah, c'est gagné. Ça veut dire que si on a un problème avec son vin, on peut le retrouver pour aller lui en parler en direct. Et ça veut dire qu'il est fier de son vin, quoi. Et ça veut dire qu'il est fier de son vin, exactement. Voilà, a priori donc voilà. Simon Pirard, donc de la maison Pirard, caviste depuis 75 ans maintenant, de 3 générations. Quelques conseils pour les fêtes donc, et le principal étant qu'il y a un prix minimum à mettre, mais le prix maximum c'est pas forcément un gage de qualité. On a bien retenu, et goûter surtout. Exactement. Et puis buvez peu, mais buvez bon. Voilà, c'est le principal. Merci beaucoup Simon.